Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de vos données neuronales et des dangers liés à ces données neuronales. Puisque, avec un certain nombre de neurotechnologies actuelles, nous pouvons inférer de manière indirecte que vous ayez telle intention future, que vous ayez telle orientation politique, ou même que vous ayez menti ou non. Et la fiabilité de ces inférences augmente d'année en année. Donc on pourrait se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas créer un droit spécial réservé aux données neuronales, qui est nommé en anglais le Neural Rights, et qui permettrait de protéger ces données très sensibles. Et c'est un certain nombre de papiers qui sont sortis sur le sujet, un débat autour de ces Neural Rights qui augmente dans la littérature scientifique et philosophique, et je souhaite aujourd'hui vous partager dans cette vidéo. Est-ce que la création de ce droit spécifique serait justifiée ou non? Est-ce que l'on peut juste garder le droit actuel et que ce droit suffit? Quel risque il y aurait à créer ce droit spécifique? C'est ce genre de questionnement que l'on va aborder dans cette vidéo. Je vais commencer par aborder les différentes avancées neurotechnologiques qui nous permettent de se rendre compte que les inférences indirectes deviennent de plus en plus fiables et précises. Et ces études en elles-mêmes ne posent pas spécialement de problème en termes d'utilisation éthique à l'heure actuelle, mais on pourrait très bien imaginer la réutilisation de ces méthodes indirectes dans d'autres contextes qui posent plus de problèmes éthiques. Et je laisse libre cours à votre imagination pour arriver à imaginer ces situations. Donc là, déjà, il y a une première étude que j'ai abordée brièvement dans l'introduction, une étude américaine qui a été réalisée en IRMF et qui permettait de prédire l'orientation politique des individus si les individus étaient démocrates ou républicains avec une certaine fiabilité. En ce qui concerne la détection des intentions, l'étude pionnière de Haynes et ses collègues a montré que les états mentaux préparatoires pouvaient être identifiés par neuroimagerie. Dans leur expérience, les participants devaient décider s'ils allaient additionner ou soustraire deux nombres et conserver cette intention secrète pendant quelques secondes. Et les chercheurs ont ainsi pu déterminer avec une précision de 70% laquelle des deux opérations les participants prévoyaient d'exécuter. Dans le domaine juridique, le risque de récidive des détenus pourrait être détecté par neuroimagerie, mais également concernant les mensonges, le fait de détecter les mensonges par IRMF peut atteindre une fiabilité de jusqu'à 90%, même si dans les études, la détection des mensonges était quand même assez cadrée, il y avait des cas distincts, donc peut-être que la fiabilité ne serait pas si élevée en milieu écologique. Donc je pense que vous pouvez imaginer non sans mal toutes les potentielles utilisations dystopiques de ce genre de technologie, et c'est pour cela que certains s'inquiètent et se disent: est-ce que le droit actuel protège suffisamment nos données neuronales, ou est-ce qu'il faudrait créer un nouveau droit spécifique? En 2021, le Chili a proposé des réformes constitutionnelles qui visaient à protéger l'activité et l'information cérébrale. Donc la question maintenant est de se demander, est-ce que d'autres pays devraient faire de même en s'intéressant à ces données cérébrales et en proposant des réformes juridiques liées à cette protection spécifique. Donc les neural rights sont définis comme des principes éthiques, juridiques et sociaux qui visent à protéger le domaine de l'activité mentale et cérébrale d'une personne. Yanka et Andorno ont proposé un ensemble de neural rights destinés à répondre aux risques spécifiques proposés par les nouvelles technologies. Ils distinguent notamment le droit à la vie privée mentale, destiné à protéger l'accès aux données cérébrales et aux données mentales contre toute intrusion non consentie. Deuxièmement, le droit à l'intégrité mentale, qui vise à préserver la maîtrise de l'individu sur ses processus cognitifs face à toute tentative d'altération externe. Troisièmement, le droit à la continuité psychologique, qui défend la stabilité et la cohérence de l'identité personnelle contre des perturbations induites technologiquement. Et quatrièmement, le droit à la liberté cognitive, garantissant à chacun la possibilité de penser, de former des croyances et de prendre des décisions de manière autonome, sans manipulation ni contrainte extérieure. Il y a trois principales positions qui structurent le débat sur les neural rights, et la troisième position est la plus soutenue par les neuroéthiciens. Donc la première position, c'est la position des rights positifs, qui considèrent qu'il faut créer de nouveaux droits pour arriver à bien protéger les données neuronales. La deuxième position, c'est la position des rights négatives, qui, à l'inverse, considèrent que le système juridique actuel est suffisant et qu'il n'y a pas besoin de créer de nouveaux droits pour protéger les données neuronales. Et la troisième position, c'est la position des rights conservatives, qui considèrent que le droit actuel est suffisant, mais qu'il faudra peut-être réaliser certaines réformes juridiques pour adapter l'utilisation de certains droits aux données neuronales.
Nous allons désormais nous demander pourquoi certains auteurs souhaitent créer un droit spécifique lié à l'activité neuronale et pourquoi les droits actuels ne suffisent pas. Puisque on pourrait se dire que par exemple le droit concernant la vie privée est déjà en place, alors pourquoi créer un droit spécifique à l'activité neuronale alors qu'il pourrait déjà être protégé par le droit autour de la vie privée? Et c'est ce que l'auteur Lavazza soutient, c'est que pour lui, l'activité neuronale est spécifique. Par exemple, lorsque l'on fait du profilage numérique concernant les habitudes d'achat des individus, concernant leur activité sur Internet, des actions qu'ils n'ont pas forcément envie de partager, mais qui, à travers des activités statistiques, peuvent nous permettre de tirer des informations sur eux. Certaines informations peuvent être de l'ordre de la vie privée et donc il faut avoir une protection de ces données numériques lorsque cela concerne la vie privée de l'individu, puisqu'il ne souhaite pas qu'elles soient partagées au grand public ou à certaines entreprises. Mais néanmoins, il a quand même effectué des actions qui permettaient de déduire ces informations sur sa vie privée, sur ses préférences par exemple. Alors que concernant l'activité mentale, l'individu peut n'avoir effectué aucune action, mais juste en ayant des informations sur son activité neuronale, nous pouvons arriver à déduire certains de ses états mentaux, certaines de ses préférences, etc. Et c'est pour ça que Lavazza dit que les données neuronales sont spécifiques, c'est que nous pouvons avoir un accès vraiment privilégié à certaines informations sur la psychologie de l'individu sans même qu'il n'ait partagé aucune information comportementale. Il y a deux autres arguments qui permettent de justifier ce neuro-exceptionnalisme ou le fait de considérer qu'il faudrait un droit spécifique à l'activité neuronale. Déjà, l'argument de l'antériorité. C'est le fait de dire que la liberté cognitive est antérieure à d'autres types de libertés. Par exemple, la liberté d'expression, la liberté d'action, la liberté d'écriture. Et donc, il y a une véritable antériorité au fait d'avoir cette liberté cognitive, donc il faudrait lui accorder un statut particulier. Le troisième argument en faveur de la spécificité des droits neuronaux est lié à la précision des interventions neurotechnologiques concernant la modification de l'activité cérébrale. C'est possible de modifier l'activité cérébrale en donnant des substances psychogènes, par exemple à un individu, en l'hypnotisant, mais ce ne sera jamais aussi précis que l'utilisation de certaines neurotechnologies qui peuvent permettre une intervention très localisée sur le cerveau de l'individu. Donc cela justifierait la spécificité des droits neuronaux. Après, il y a peut-être d'autres arguments, mais j'ai trouvé que c'était les arguments les plus convaincants et les principaux arguments que j'ai trouvés. Avons-nous réellement besoin de nouveaux droits spécifiques à l'activité cérébrale? Donc le risque principal au fait de créer un nouveau droit, c'est l'inflation des droits. Puisqu'en effet, cela nous pousserait à ne pas considérer que les droits fondamentaux doivent être vraiment des droits qui sont spécifiques, qui sont peu nombreux et qui sont primordiaux, mais de considérer que toute chose qui serait potentiellement souhaitable pour l'humain devrait être considérée comme un droit. D'où l'importance d'essayer d'identifier des droits qui sont vraiment fondamentaux et d'autres éléments qui le sont moins ou qui peuvent déjà être protégés par les droits fondamentaux, car sinon il y a cette inflation des droits, et le fait d'avoir cette inflation des droits, ça diminue l'importance de chaque droit, puisque s'il y en a plein, plus il y en a, moins chacun est important, alors que si nous n'avons que quelques droits fondamentaux, chacun aura une importance bien plus élevée. En plus, le fait d'ajouter un droit, ce n'est pas sans conséquence. Ajouter un droit, ça ajoute aussi des devoirs aux citoyens et à l'État. Et ça a aussi un coût, qu'il soit financier ou que ce soit concernant les limitations dans la recherche, alors que certaines recherches pourraient être bénéfiques. Peut-être qu'un nouveau droit neuronal pourrait limiter les avancées de la recherche, ou alors concernant l'accumulation de preuves dans des cadres juridiques ou dans d'autres circonstances. Comme je l'ai dit déjà au début de la vidéo, certains auteurs considèrent que le droit actuel permet déjà de protéger les données neuronales. Nous avons plusieurs exemples, par exemple l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui inclut le droit au respect de la vie privée. Nous avons l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui protège le droit à la liberté de penser. Nous avons également l'article 8 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui parle du droit à la protection des données personnelles, l'article 10 de la Charte européenne des droits fondamentaux qui inclut le droit à l'intégrité mentale, et l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que chacun a droit à la liberté de pensée et de conscience. Donc nous pourrions considérer que ces droits existants sont suffisants et qu'il faudrait juste adapter leur application à certains contextes concernant l'activité neuronale.
Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais soutenir le fait que selon moi, il ne faut pas créer de nouveaux droits spécifiques à l'activité neuronale et que les droits actuels suffisent. Donc je vais répondre aux différents arguments que j'ai énoncés en début de vidéo. Et déjà, je vais revenir sur le terme de neuro rights, les droits neuronaux. Puisque selon moi, ce qui est spécifique et ce qui est important, ce n'est pas spécialement les neurones en eux-mêmes. Donc je pense que ce terme est fautif, puisqu'il met l'emphase sur l'activité neuronale, alors que ce qui est important, c'est surtout la vie mentale. Et je vais illustrer cela par les organoïdes. Le cas des données neuronales peu sensibles, euh, typique, c'est le cas des organoïdes cérébraux humains. Donc un organoïde cérébral, aussi appelé mini-cerveau, est une masse de cellules mimant la structure et les fonctions principales du cerveau. Les organoïdes cérébraux aident à comprendre l'organisation et le développement du cerveau à très bas niveau et à mieux comprendre le fonctionnement de maladies neurodégénératives. La recherche sur les organoïdes cérébraux humains dépend du don de cellules, et les cellules utilisées sont des cellules souches, donc elles ne peuvent donner aucun accès à la vie mentale du donneur, mais peuvent contenir des informations sur ses pathologies mentales, par exemple. Car en effet, les organoïdes cérébraux imitent bien les malformations neuronales du développement précoce, ce qui les rend utiles pour le criblage de médicaments. Donc l'anonymat des donneurs doit bien être garanti. Donc grâce aux organoïdes cérébraux, on se rend compte que ce ne sont pas vraiment les neurones en eux-mêmes qui posent problème. Et d'ailleurs, le don de cellules est vraiment bien encadré par la loi. Il y a d'autres types d'organoïdes, par exemple des organoïdes intestinaux, et ce n'est pas pour autant qu'on crée un droit spécial à la vie privée intestinale, non, puisque ce qui nous dérange ici dans le fait que l'activité neuronale soit analysée, c'est plus la vie mentale que vraiment le substrat en lui-même des neurones. Et d'ailleurs, si l'on se disait que finalement notre pensée n'était pas directement liée aux neurones, mais plus à une approche incarnée liée peut-être à d'autres parties de notre corps, on n'appellerait pas ça neuro-rights. Donc peut-être que la cible est mal choisie et peut-être que ce qui pose problème, ce n'est pas l'accès à l'activité neuronale, mais l'accès à la vie mentale en elle-même. Donc la question est la suivante, est-ce que ce qui est important, c'est de protéger la vie mentale ou est-ce que c'est de protéger les données neuronales? Puisque j'ai l'impression que l'accès aux données neuronales est une passerelle pour accéder à la vie mentale de l'individu et que c'est vraiment la vie mentale qui pose problème plus que cette passerelle. Donc pourquoi créer un droit spécifique alors même qu'il y a d'autres moyens d'accès à cette vie mentale comme l'activité numérique qui est négligée alors même que c'est le risque principal actuellement qui n'est absolument pas une projection future. Nous pouvons avoir plein d'informations indirectes sur les individus en analysant leur comportement en ligne. Par exemple, même leurs résultats à certains nombres de jeux sur téléphone ou sur ordinateur peuvent nous donner des indicateurs sur leur capacité cognitive, ou alors leur manière de taper sur l'ordinateur, de naviguer sur le net, ça peut nous donner des indicateurs sur leur stress, sur leur fatigue, sur leur humeur. Il y a plein d'indications indirectes que l'on peut avoir grâce à des analyses statistiques plus poussées, qui ne sont pas partagées volontairement par l'individu à travers ses comportements et qu'un œil extérieur ne pourrait pas déduire facilement. C'est à travers des analyses poussées qu'on peut faire ces déductions-là. Donc est-ce que cela change vraiment d'autres types d'analyses qui seraient de type neuroimagerie, si l'on parle de ce type d'analyses qui peuvent nous permettre de déduire des informations sur la vie mentale des individus et qui sont déjà potentiellement à l'œuvre désormais. Donc je trouve que l'argument de Lavazza n'est pas justifié puisque lui soutient que nous avons cet accès privilégié aux états mentaux sans que l'individu souhaite les partager ou les partage par son comportement. Mais si les comportements sont non volontaires et si même un œil extérieur sans faire des analyses poussées ne peut pas analyser ces comportements et remonter aux états mentaux, dans ce cas, je trouve que en termes de danger et en termes d'application pour remonter à la vie mentale, il n'y a pas une différence fondamentale qui mériterait de créer un droit spécifique à l'activité neuronale. Concernant l'argument de l'antériorité de la liberté cognitive, je comprends l'argument concernant la liberté en elle-même, le fait qu'il y ait une imbrication d'un point de vue de la possibilité de d'autres types de liberté en fonction d'une première liberté qui permettrait les autres, mais sauf que je ne trouve pas ça transposable au niveau du droit, puisqu'il n'y a pas de hiérarchisation des droits en fonction de droits antérieurs qui permettraient d'autres types de droits. Il n'y a pas un droit X qui permet un droit Y. Donc je ne comprends pas en quoi cet argument serait transposable au domaine du droit et justifierait l'existence d'un droit spécifique lié à l'activité neuronale. Parce que actuellement, sinon, il pourrait y avoir plein d'autres types de droits qui seraient justifiés parce qu'ils seraient antérieurs. Par exemple, l'intégrité physique est
antérieure à plein d'autres types de libertés. Et donc, est-ce qu'on doit appliquer cette logique à toutes les choses qui sont antérieures et qui permettent d'autres types de libertés et créer un droit spécifique lié à ce type de liberté antérieure? Je ne pense pas, non. Je ne sais pas si c'est un argument qui est légitime concernant l'existence de ce droit spécifique. Je vais revenir sur le troisième argument concernant l'intervention précise des neurotechnologies sur l'activité cérébrale qui permettrait de justifier ce neuroexceptionnalisme. Je ne pense pas que cela le justifie, étant donné que cela ne peut pas être appliqué à grande échelle. C'est pour l'instant appliqué dans le milieu médical dans des cadres très précis et c'est assez coûteux, assez difficile à mettre en place. Donc, à moins qu'il y ait de grosses modifications dans les technologies dans les années à venir. Mais sinon, je pense qu'il y a des dangers qui sont présents et ils sont bien plus massifs, comme la manipulation sur les réseaux sociaux, la propagande ou ce type de manipulations qui peuvent être très précises, qui peuvent être réalisées sans notre consentement, mais peut-être que l'on néglige plus parce qu'on a l'impression qu'il y a moins ce côté intrusif directement dans notre activité neuronale, alors même que cela peut avoir des résultats qui sont bien plus importants et bien plus négatifs à l'échelle d'une société. Donc sur ce sujet, j'ai plutôt tendance à soutenir les positions conservatrices, de considérer que le droit actuel est suffisant et qu'il faut juste faire quelques réadaptations juridiques, puisque à mon sens, il y a assez de droits qui permettent de protéger la vie mentale. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'inflation du droit et en plus, les arguments qui ont été proposés concernant le neuroexceptionnalisme ne me semblent pas convaincants, comme je l'ai dit précédemment. Donc je souhaitais finir cette vidéo en parlant de toute l'utilisation des neurotechnologies dans le cadre juridique pour juger quelqu'un, par exemple, pour juger du fait qu'il a menti ou avoir certaines informations concernant ses états mentaux sans son consentement, ou alors concernant la réinsertion de certaines personnes, des informations neuronales qui pourraient être utilisées. Et je me demandais à quel point ces craintes étaient crédibles ou non, et je pense que tout dépendra de l'importance que l'on donne à l'interprétation indirecte des états mentaux par l'activité neuronale. Puisque finalement, le danger de ces neurotechnologies sera toujours lié à la crédibilité et à l'importance que l'on donne aux neurosciences dans l'interprétation de nos comportements. Parce que actuellement, nous pourrions très bien utiliser d'autres types de disciplines, même dans le droit, comme par exemple la sociologie, la génétique, qui permettent de faire des prédictions, qui permettent d'avoir des informations qui seraient utiles dans le droit, et pourtant, nous ne les utilisons pas tellement, tout simplement parce que le droit est surtout basé sur la folk psychology, donc la psychologie naïve, qu'on considère que les individus ne sont pas juste des sortes d'êtres mécaniques, mais qu'ils ont des intentions, qu'ils ont des croyances, et on essaie de comprendre l'articulation entre ces intentions, ces croyances, ces désirs et un certain nombre de concepts mentaux qu'on leur associe et qui sont liés à cette psychologie populaire. Et tant que l'on reste dans ce cadre de psychologie populaire au sein du droit, je pense que finalement, la surinterprétation et l'utilisation des données neuronales restera assez mesurée, puisque c'est incompatible avec notre vision du droit actuel, de la responsabilité et des concepts mentaux qu'on l'on associe aux gens. Donc je ne sais pas comment je pourrais plus développer ce point. Ce point est encore assez confus dans mon esprit, mais je pense qu'il y a des points intéressants à développer en lien avec la vision du droit, la vision que le droit a de la psychologie, la manière dont on juge quelqu'un et comment on articule les différentes disciplines pour juger quelqu'un. C'est assez intéressant, mais c'est encore confus dans mon esprit, donc je vous ai juste partagé des graines de pensée. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie de lier un peu les neurosciences, la philosophie et le droit, mais je n'y connais absolument pas en droit, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, peut-être développer le dernier point que j'ai laissé un peu en suspens parce que je ne savais pas par quel bout le prendre, on va dire, et que je pense que ça nécessiterait un long développement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.